à 2027. La Première ministre a adressé les vives félicitations du gouvernement au chef de l'État, ainsi qu'à l'équipe qui l'a accompagné à New York pour cette intense activité politique et diplomatique conduite auprès des divers acteurs bilatéraux et multilatéraux à l'échelle mondiale. Du point 2 de l'évaluation de la lutte contre la fuite et le blanchiment des capitaux. À ce sujet, la Première ministre est revenue sur la réunion du Comité de conjoncture économique élargi à la cellule nationale des renseignements financiers CENAREF et au département d'intelligence économique et financière de l'Agence nationale de renseignement du 25 septembre 2024, qui a examiné la problématique de stabilisation de la monnaie tant sur le plan budgétaire que monétaire, ainsi que les facteurs qui l'impactent négativement. Il a été constaté que la spéculation sur le marché de change s'intensifie suite aux activités de certains bureaux de change agissant en complicité avec certaines banques commerciales. Le marché parallèle installé à cet effet alimente des réseaux mafieux de l'économie informelle. Ainsi, ce flux illicite constitue l'une des causes de l'inscription de notre pays sur la liste grise du groupe d'action financière Gafi. La Première ministre a insisté sur la recommandation du Comité de conjoncture économique du gouvernement à la Commission interministérielle permanente Économie, Finances et Reconstruction, ECOFIR en sigle, de prendre toutes les dispositions en vue de ramener les opérateurs économiques au circuit officiel. Aussi, devrait-elle présenter cette série de propositions au Comité de conjoncture économique pour examen dans 2 semaines. Dans ces conditions, elle a souligné que le gouvernement envisage 2 actions. 1. D'une part, l'évaluation de l'efficacité de la mesure fixant le seuil à $10 000 américains pour les opérations en cash auprès des banques. D'autre part, l'équilibre à établir entre l'attrait des investisseurs privés dont le pays a besoin dans le cadre du partenariat public-privé et la maximisation des recettes de l'État via des dispositifs de recouvrement forcé et des saisies-attributions. Le gouvernement attend les effets de ces mesures dans un bref délai. Point 2. Point d'information. Du point 2 à alinéa 1. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'état et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population demeure calme et a été marqué par le soutien de l'opinion nationale quant à la déclaration faite par le président de la République, chef de l'État, lors de son intervention devant la tribune de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. L'aggravation des conditions humanitaires de nos populations déplacées dans différents sites d'hébergement et milieux d'accueil autour de Goma et d'autres localités. L'attente de la population de voir les prévisions budgétaires prendre en compte l'amélioration des conditions de vie à la fin de la session budgétaire de l'Assemblée nationale. Le vice-premier ministre, ministre de l'Insécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a par la suite présenté quelques points saillants sur le plan sécuritaire, notamment dans les provinces de l'Ituri, Ouélé, Kwango, Mai-Ndombe, Nord Kivu, du Tanganyika, du Bas-Ouélé et du Sud. Dans le même registre, il a porté à la connaissance du Conseil sa participation au
Forum des ministres de l'Afrique centrale ayant la sécurité dans leurs attributions, consacrant la fin des travaux de la 4e session sécuritaire ordinaire du Conseil des chefs de police, CCPAC en sigle, tenu à Yaoundé au Cameroun du 19 au 20 septembre 2024. Au cours de ces assises, la participation de notre pays a abouti à faire adopter une recommandation amenant les pays de la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC en sigle, à revisiter les options prises unilatéralement afin de permettre à la République démocratique du Congo de jouer son rôle de l'État fondateur du CCPAC dans les instances de décision. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a terminé son rapport par les questions relatives au banditisme, à la criminalité, aux catastrophes, aux sinistres, ainsi que la situation aux frontières. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Du point 2, alinéa 2, situation sécuritaire. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a passé en revue la situation opérationnelle et sécuritaire hebdomadaire, particulièrement dans la partie est du pays. Il a rassuré de la vigilance accrue et de la détermination de nos forces armées à défendre la patrie contre les ennemis de la paix, dont la coalition RDF M23, ADF MTM et Codeco dans quelques zones des territoires de Massissi et Lubero au Nord Kivu ainsi qu'en Ituri. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a enfin évoqué la situation sécuritaire dans le Grand Bandundu avec le phénomène Mobondo, dans laquelle l'option militaire n'est pas la seule voie utilisée pour mettre un terme à ce conflit. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Du point 2, alinéa 3, fin de la concession FINA et reprise des actifs par l'État congolais. Le ministre du portefeuille a rappelé que la société Finalog SA tire son origine de l'époque coloniale. À la suite de la signature en novembre 1910 d'une convention de concession conclue entre le gouvernement de la colonie et la Société anonyme de pétrole au Congo. Cette convention prévoyait de mettre à la disposition de la dite société des terrains domaniaux devant abriter les installations pétrolières comprenant 2 pipelines de 332 km de long chacun pour le transport des produits pétroliers entre les terminaux de Matadi, Ango-Ango et de Kinshasa, Stanley Pool, ainsi que les dépôts pétroliers construits dans les 10 terminaux et tout au long des pipelines. Cette convention fut dénommée Convention des terres pour le transport et la vente du pétrole au Congo. Elle avait une durée de 50 ans d'exploitation sans partage à dater de l'achèvement de la construction des installations. Suivant la convention qui a connu 5 modifications successives à la date du 31 décembre 2025, tous les actifs sous concession de Finalog reviennent à l'État congolais. À cette date donc, la République démocratique du Congo devra acquérir les actifs Finalog à titre gratuit. Pipeline, les dépôts et les stations de pompage Ango-Ango, Lufu, Lukala, Inkisi, ainsi que tous les dépôts et matériels servant à l'exploitation et au transport des produits
pétroliers. Compte tenu des enjeux évoqués, processus liés à la fin de la concession, sa reprise par l'État congolais, le mode de gestion après la concession mérite une prise en charge conséquente de sorte à en avoir la gestion parfaite, a conclu le ministre du portefeuille. Le ministre du portefeuille a préconisé la mise en place d'une commission interministérielle afin d'identifier de manière synchrone tous les éléments relatifs à l'état des lieux techniques des infrastructures de logistique de Finalog SA en vue de définir un plan de récupération de ces actifs et leur mise en valeur pour la pérennisation de cette activité. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Du point 2, alinéa 4, 2 notes d'information relevant du commerce extérieur. Le ministre du Commerce extérieur a présenté aux membres du Conseil 2 notes d'information. La première note a concerné l'accord cadre du partenariat économique entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine pour le développement partagé qui a été signé à Pékin le 6 septembre 2024 en marge des travaux du sommet sino-africain par les 2 ministres du Commerce représentant chacun le gouvernement de son pays. Il poursuit l'objectif de réaliser un développement durable et une croissance inclusive en promouvant le développement de l'industrie manufacturière ainsi que la transition et la montée en gamme de l'agriculture de la République démocratique du Congo afin d'accroître la compétitivité sur le marché mondial. L'accord servira de base pour des négociations bilatérales plus pragmatiques autour de 4 modules suivants. Le commerce plus facile pour favoriser l'exportation des produits entre les 2 pays et promouvoir ensemble la libéralisation et la facilitation des échanges de marchandises et de services. Le développement plus inclusif pour améliorer l'inclusivité de l'économie de chaque partie et intensifier la coopération en matière de développement vert. La chaîne d'approvisionnement plus résiliente pour mettre en place des mécanismes de facilitation des investissements de manière à permettre à la République démocratique du Congo de réaliser la montée en gamme de ses industries. Et enfin, les domaines de développement plus modernes, échanges numériques, commerce électronique, services logistiques, afin d'aider la République démocratique du Congo à réduire le fossé numérique. La deuxième note d'information a porté sur la foire internationale de Kinshasa, FIKIN. À ce sujet, le ministre du Commerce extérieur a brossé la situation générale de cet établissement public et mis en perspective les défis d'ordre administratif, financier, social et infrastructurel. Il a également fait le point de toutes les initiatives qui ont été prises par le gouvernement pour relancer ou moderniser la foire internationale de Kinshasa. Son plan de relance prévoit notamment la poursuite du projet de reconstruction des infrastructures, centres d'exposition, parcs d'attractions, un complexe hôtelier de 5 étoiles sur le site, par la firme Milvest, mais aussi l'obligation à la Société immobilière du Congo, SIC en sigle, d'achever le projet de construction de 1000 logements, car seuls 136 appartements ont été construits à ce jour. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Du point 3, approbation d'un relevé de décision. Les membres du Conseil ont approuvé un relevé de décision prise lors de la
14e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 20 septembre 2024. Du point 4, examen et adoption de 2 textes. Point 4, alinéa 1. Projet de décret relevant de la fonction publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, a présenté au Conseil le projet du décret fixant les modalités pratiques de la collaboration entre le cabinet politique et les services publics qui leur sont attachés. Ce texte prend en compte des enrichissements de la commission mixte politique, justice, défense et sécurité, socioculturelle, loi et textes réglementaires. Il est motivé par la nécessité d'organiser les rapports de collaboration entre les cabinets politiques et l'administration publique en vue d'assurer la cohérence et l'efficacité de l'action publique. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de décret. Du point 4, alinéa 2. Projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 9 octobre 2024. Ce régime d'exception s'avère indispensable pour permettre à nos forces de défense et de sécurité de faire face aux multiples tentatives d'incursion et attaques de la coalition RDF M23 et d'autres forces négatives qui insécurisent les populations de la partie est de notre pays. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Débuté à 14h35, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 16h. Entre Manzangungu et Madimba dans le Congo central, s'est-verra après cette visite construire un parc agro-industriel ambitieux dans le coût estimé à près d'$1 milliard sur une superficie de plus de 100 000 hectares. Nous autres, les experts en la matière, on aura du boulot. Pour mesurer la grandeur de cet événement, le ministre d'État en charge de l'agriculture, la coordonnatrice de la réserve stratégique générale, aussi la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État ont fait le déplacement. Avancée significative dans la mise en place de la vision du président Félix Tshisekedi sur la revanche du sol sur le sous-sol à Martelé, le ministre d'État, Grégoire Muchai Mutombo. Nous sommes très bien outillés. Nous devons accompagner les projets pour permettre à ce que les projets puissent atteindre sa maturité complète. La population a sa place et a sa part. Issu d'un protocole d'accord entre le gouvernement et la société Mollet Group, dont le siège est en Suisse, le promoteur de ces projets a expliqué son importance aux administrateurs du territoire, agronomes et chefs coutumiers. L'entreprise a mené, le partenaire à Mancas va répondre favorable pour tout le projet Oyo, na Manzangungu, na Mandimba, na besoin na Pino. Divisé en 3 zones distinctes dédiées à la culture de maïs, canne à sucre, manioc et riz, et parc agro-industriel permettra de diversifier les sources de production alimentaire et renforcera le chaîne de valeur agricole locale en stimulant la production nationale. Et nous faisons plusieurs pas en arrière pour vous parler encore de la 8e édition de l'Expo Béton qui s'est tenue dernièrement à Kinshasa et à Matadi. Les lignes maritimes congolaises étaient parmi les sponsors de cette édition. Retour sur l'événement dans cet élément de Chimendundu. Le géant des mers, le ligne maritime congolaise SA, a été au cœur des activités de la 8e édition d'Expo Béton à Kinshasa comme à Matadi. La marque LMC était sur toutes les vitrines en tant que bras séculier du commerce extérieur de la République démocratique du Congo par voie des mers.
À travers sa présence à ces assises, les géants de mer entendent jouer parfaitement son rôle des transporteurs maritimes et multimodaux au service de la RDC et de la région, a souligné Gisèle Boissier-Moupa, directeur général adjoint. Nous sommes dans un projet de la relance de l'entreprise. Comme vous le savez, je venais de le dire, LMC n'avait plus l'outil du travail. Et depuis que nous sommes là, nous sommes en train d'y travailler pour la relance de l'entreprise, faire le plaidoyer pour que l'autorité étatique, qui est l'actionnaire unique de l'entreprise, puisse nous venir en aide et nous donner ce dont nous avons besoin pour la relance de l'entreprise. Exécutant judicieusement son plan de relance 2023-2027, le LMC SA éveille l'attention de sa clientèle sur l'importance de faire appel à ses services en matière de transport maritime et multimodal, où elle s'affirme comme l'armement national. Des questions écrites étaient adressées à la directrice générale du Fonds national de promotion des services sociaux par un député national. La DG de ces fonds vient de répondre à toutes ces questions. Dans sa réponse, elle a apporté toutes les lumières sur le fonctionnement de son établissement, comme nous dit Cédric Inena. Le Fonds national de promotion et des services sociaux répond à une question écrite adressée par le député national Angelemba Bokou et Célestin. Moment pour cadres et agents du FNPSS d'accompagner la DG de cette structure, Alice Mirimo. Cette dernière en a profité pour présenter auprès des élus cet établissement public. Et ces élus se sont imprégnés du travail acharné qu'elle a réalisé ensemble avec son équipe. Les réponses sont contenues dans ce document. Si aujourd'hui le pays a ce que vous avez comme infrastructure sociale et communautaire, c'est grâce à ce fonds. En termes d'hôpitaux de référence, en termes de centres de promotion sociale, les foyers sociaux, les écoles publiques, c'est ce fonds qui a donné. Mais ce fonds a été ignoré pendant longtemps et grâce au leadership de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est venu nous sortir de notre isolement et il a décidé de se servir de ce fonds pour résoudre l'épineux problème de la vulnérabilité de la population. Le Fonds national de promotion et des services sociaux joue un rôle important dans le cadre de la révolution sociale, une marche déjà enclenchée sous le leadership éclairé du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. L'ADG du FNPSS a communiqué à l'honorable Angelemba les projets en cours et à venir qui sont susceptibles de donner de l'emploi à un grand nombre, ainsi que des opportunités d'insertion socio-professionnelle. Tourisme et paix, c'est le thème retenu cette année pour célébrer la Journée mondiale du tourisme. Pour le directeur en charge des investissements de l'Office national du tourisme, ce thème est bien plus qu'un appel pour la mise en pratique des valeurs comme le dialogue. Plus de précision avec Edith Chalakatala. À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme qui se célèbre ce 27 septembre, l'Office national du tourisme, acteur clé du développement de l'industrie touristique en RDC, n'est pas à la traîne. Tourisme et paix, thème choisi pour cette année, cadre bien avec la situation de la République démocratique du Congo. Le directeur des investissements, partenariats et patrimoine touristique de l'Office national du tourisme, Alain Bokosombo, a foi au potentiel touristique congolais, mais il faut l'accompagner d'investissements pour être à la hauteur. Une occasion qui est donnée pour qu'autour d'un thème, chaque pays, chaque opérateur économique puisse voir la possibilité de faire en sorte que le tourisme soit connu. Lorsqu'on présente le tourisme de par le monde, on le présente comme un secteur fort, un secteur économique qui mobilise les emplois, qui augmente les PIB, qui diversifie les économies des pays. Mais aujourd'hui, l'OMT nous demande de réfléchir sur une autre facette du tourisme. Nous devons réfléchir sur le tourisme en tant que vecteur de la paix, en tant que catalyseur de la paix. Nous voulons faire en sorte que la pratique du tourisme puisse s'asseoir sur les éléments factuels de la paix, qui sont le dialogue interculturel, le respect mutuel, la justice sociale, la démocratie, etc., etc. Le pays n'atteindra son total potentiel qu'avec des partenariats de tout genre.
Et puis, ces chiffres, plus de 60 000 enfants et 29 000 femmes enceintes ont été dépistés pour la drépanocytose dès octobre 2022 jusqu'à ces jours en RDC. Objectif, assurer une meilleure prise en charge de cette maladie. Chiffre révélé au terme de la clôture d'un séminaire multi-pays du projet Drépassi qui s'est tenu à Kinshasa. Ces assises ont réuni 4 pays africains, comme nous dit Joël Makiela. Une nouvelle synergie a pris corps dans la lutte contre la drépanocytose en Afrique. Ce séminaire à télé multi-pays du projet Drépassi qui s'est tenu récemment et qui a réuni des prestataires de santé de 4 pays africains, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la République centrafricaine et la Côte d'Ivoire, a été ce pas de plus vers des actions coordonnées. La directrice du programme national de lutte contre la drépanocytose, PNLCD, a exprimé sa gratitude envers le gouvernement congolais et la fondation Pierre Fabre. Ce rassemblement nous permettra donc de pouvoir standardiser nos méthodes et nos procédures et aussi nos stratégies pour pouvoir mener à bien la lutte contre la drépanocytose et changer la tendance actuelle qui est à la hausse des cas de drépanocytose. Au cours de la télé, les participants ont abordé des sujets variés allant de la prise en charge des patients à la sensibilisation en passant par le dépistage et la formation du personnel de santé. Véronique Tessi, chargée de programme à la Fondation Pierre Fabre, a partagé des résultats encourageants. C'est un échange de partage, vraiment d'expériences très riches. Ce projet repose sur différents piliers de la prise en charge de la drépanocytose, le dépistage, le diagnostic, la prise en charge, la formation des personnels de santé, la sensibilisation et le plaidoyer. Un tableau qui indique que depuis octobre 2022, plus de 60 000 enfants et 29 000 femmes enceintes ont été dépistés pour la drépanocytose, permettant ainsi une meilleure prise en charge de cette maladie. Les projets d'amélioration des recouvrements de recettes et des dépenses encore vient de doter la Direction générale des mobilisations de recettes du Kasaï des engins roulants et autres équipements de bureau sur financement bien sûr de la Banque mondiale. Cérémonie présidée par les gouverneurs des provinces comme nous dit Franklin et Claire Kalombo. Au total, 100 motos de marque Yamaha DT125, les ordinateurs, les chaises de bureau, tables, imprimantes et autres consommables ont été remis ce jour au gouvernement provincial par le coordonnateur provincial du projet encore au nom de son coordonnateur national. Aujourd'hui, nous demandons à ce que l'augmentation des recettes dans notre province soit devenue une priorité pour l'administration, car le budget actuel ne correspond ni à la taille, ni à la population du Kasaï, moins encore aux ambitieux programmes de développement du gouvernement provincial. Mais la question que nous devons nous poser est de savoir comment est-ce que nous allons augmenter les recettes dans la province du Kasaï. Maître Crispin Mukendi Boukassa, gouverneur de province qui a reçu cet accompagnement de la Banque mondiale qui vise à soutenir les services générateurs des recettes, à bien accroître les recettes provinciales, n'a pas manqué de mots pour dire merci aux partenaires et a demandé aux utilisateurs d'en faire bon usage. L'ambitieux programme d'action de mon gouvernement ne peut être réalisable qu'avec des moyens humains, matériels et financiers. C'est à ce titre que je félicite la Banque mondiale à travers le projet encore. Pour la remercier du travail déjà réalisé au Kasaï. Je souhaite que ce travail se poursuive dans les temps car les défis à relever sont énormes. Notons que ces dons de la Banque mondiale, à travers le projet encore, entrent dans l'objectif d'accompagnement de la province en vue d'améliorer les recouvrements des recettes et la transparence dans la gestion de la chose publique. Fini avec les chantiers de modernisation et réhabilitation du marché Soko du quartier Gécamine dans la province du Lualaba. Les vendeurs peuvent enfin regagner leur lieu de négoce après plusieurs mois d'absence. Pavillon totalement réhabilité, les bureaux administratifs et autres services construits. Et c'est le bourgmestre du quartier d'Ilala qui a présidé la cérémonie de reprise des activités dans ces marchés. Ricardo Bambeka. Fini l'exposition des vivres et non-vivres à même les sols. Désormais, les marchands et marchandes du quartier Gécamine Kolwezi dans la commune de Dilala vont regagner leur lieu de négoce après plusieurs mois de réhabilitation par une entreprise minière La Place.
Françoise Mangweji Kouara, bourgmestre de la commune de Dilala, a personnellement présidé jeudi 26 septembre la cérémonie d'inauguration du dit marché. Ce marché sera pour nous un endroit de business, mais aussi on voudrait que par la même occasion, que ça soit aussi un endroit de bonheur, parce que si vous ne savez pas garder bien ce marché, ça sera un moyen de contamination. Là, je suis dans le cadre de l'assainissement. Le marché de la Gécamine Kolwezi a été réhabilité dans le cadre du cahier des charges de cette entreprise minière. À Madame le bourgmestre de la commune de Dilala, au chef du quartier, qui n'ont aménagé aucun effort pour contribuer aux côtés des résidents de la cité Gécamine à la réhabilitation et construction de ce bel ouvrage qui s'inscrit dans le programme socio-économique. La vice-présidente du marché est heureuse de cette réhabilitation. La population bénéficiaire salue la réhabilitation de ces lieux de négoce. Pour rappel, le marché Soko de la Gécamine Kolwezi attend recevoir plusieurs marchands. Il compte également les bureaux administratifs du marché, des latrines et différents services publics de l'État, notamment la police nationale congolaise. C'est fini pour ce journal de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par